Je vais accueillir nos invités, des figures de cette mini transat. Et à ma gauche, on a Alicia de Pfeiffer qui est la skippeuse du 1051 Wallaby. Ça va, Alicia? Comment vous vous sentez à quelques jours du départ? Assez bien, je sens que mon bateau il est prêt. J'ai 2 ou 3 trucs techniques encore à changer, notamment un nouvel panneau solaire qui doit arriver dans les prochains jours, j'espère. Mais sinon, je me sens très prête et c'est une aventure de laquelle je me prépare pendant les dernières 2 ans. Et ouais, c'est juste incroyable d'être ici au Sable d'Olonne au départ. J'étais la dernière à rentrer sur la liste principale. Alors, c'est juste incroyable. Ouais, il a fallu basculer de l'attente à vraiment à passer à l'action ces derniers jours. À vos côtés, nous avons un des favoris. Comment peut-on être plus favori que vous, Benoît Marie? Vous avez déjà gagné la Mini Transat, vous avez gagné toutes les courses d'avant-saison et vous êtes là encore pour aller chercher une deuxième victoire sur Nicomatic Petit Bateau. Ouais, tout à fait. Moi aussi, moi je suis hyper heureux d'être là. La Mini, pour moi, je suis tombé dedans quand j'avais 12 ans et je me souviens des couvertures de Voilier, effectivement, et notamment d'un poster de Lionel Lemonchoin en 99 qui était resté accroché dans ma chambre pendant, j'ai envie de dire, presque toute il y est peut-être encore d'ailleurs dans ma chambre de gamin. Donc voilà, pour moi, la Mini Transat, c'est une longue histoire. Et puis, évidemment, on va terminer par la figure la plus emblématique de cette Mini Transat, monsieur le directeur de course, Denis Hugues, qui ne compte plus le nombre de départs de Mini Transat qu'il a lancé. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Maintenant, oui, ça fait. C'est vrai que je compte pas les courses. Ce qui est intéressant, je crois, c'est le projet. Les souvenirs, on va attendre un petit peu. Le projet, c'est quoi? C'est de permettre à un certain nombre de marins de traverser l'Atlantique en solitaire, sans assistance extérieure. Et je crois que c'est la dernière course qui reste vraiment sans assistance extérieure. Et c'est vrai qu'avec la classe mini, on y tient beaucoup. Et en sécurité, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. Lorraine, je vais vous laisser commencer le débat de ce soir. Donc on parlait de performance et aventure. Je vous laisse lancer les premières questions. Alors peut-être je vais commencer avec toi, Denis. Tu es directeur de course depuis 32 ans maintenant. Tu as aussi participé à 3 mini, Brooklyn 1. Comment tu vois un petit peu l'évolution de cette mini transat et puis là cette édition 2025? Il y a eu des évolutions un peu par stade en fait. C'est vrai qu'au moment où j'ai commencé la mini transat en 87, on faisait un peu ce qu'on voulait et il n'y avait pas vraiment de jauge, à part le bateau qui devait faire 6,50 m. Mais il y avait des bateaux qui avaient des tirants d'eau de 2,60 m, des mâts de 14 mètres. Donc quand même, c'était un peu un laboratoire. Et puis suite à la Mini 93 qui a connu quand même beaucoup de déboires, on a décidé avec l'ensemble du conseil d'administration de revoir toute la jauge. Donc on a fait une jauge série, une jauge proto, de mettre les bateaux dans un cadre avec un tirant d'eau maximum et un tirant d'air maximum, une largeur maximum. Parce qu'il y avait des bateaux très fins, des bateaux très larges. Et donc depuis ce temps-là, la jauge a relativement évolué, mais la base est toujours là depuis 94. Je crois que quelque part... ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on a fait, et on n'était jamais d'accord en plus. À cette époque-là, on a fait des demandes à tous les architectes qu'on connaissait qui gravitaient autour de la Mini. Et il y en avait beaucoup. Et on n'avait pas un seul bateau, un seul projet identique de la part des architectes. Donc il a fallu trancher. Et petit à petit, on a toujours essayé d'augmenter la sécurité passive des navires. C'est-à-dire qu'on a augmenté les mousses d'insubmersibilité, on a imposé un roof de minimum 500 litres, un bouche de pont, c'est-à-dire l'angle entre le roof et le livet de minimum 5%. Donc tout ça, ça existe toujours, à ma connaissance. Et donc ça veut dire que le projet était bien. Et quand je vois que depuis 94, ça perdure, ça a permis à des centaines de marins de traverser, je crois que le projet était quand même pas si mal que ça, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'avant, l'objectif de chaque skipper, c'était un peu d'aller de l'autre côté, de traverser l'Atlantique. On voit que les objectifs changent peut-être un peu entre le oui, bien sûr. projet Moi, je me aventure et souviens performance. très bien que, par exemple, en 87,
Il y avait un bateau qui s'appelait Vignotte, qui était un proto high-tech fait chez Amco, par Thierry Fayant, et qui devait absolument gagner, et qui avait effectivement gagné toutes les courses. Et sur la première étape, il est tombé en panne de groupe, et là, il n'y avait plus de course. Après, ils sont en convoyage. Je crois que c'est un tout. La course, c'est beaucoup de préparation. Et il faut savoir gérer le marin, c'est-à-dire savoir dormir, savoir boire, savoir manger, et savoir gérer le bateau, l'énergie. Quand on part, par exemple, uniquement au panneau solaire, si on a 3 jours sans soleil, le pilote, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Donc ça veut dire que chacun choisit un peu sa manière de naviguer, et en fonction de la manière qu'il va avoir de naviguer, il y en a qui adorent barrer, il y en a qui détestent barrer. Maintenant, on a des pilotes quand même électroniques qui fonctionnent très 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 bien, et ça évolue ça en permanence. Donc c'est plus ou moins énergivore aussi. Moi, j'ai une question pour Benoît. Benoît, vous avez développé un prototype à foil qu'on a vu depuis plusieurs années maintenant sur le circuit Mini, un bateau incroyable. En plus, vous avez déjà navigué sur d'autres protos. J'ai notamment un souvenir de votre bateau passé en rade de l'Orient, décoiffer un IMOCA à dérive tellement que vous alliez vite. Est-ce que quand vous lancez un projet comme ça, est-ce que vous dites pas à un moment, vous n'êtes pas dit on est allé trop loin peut-être dans la performance, est-ce qu'on a trop poussé, est-ce qu'on va trop vite maintenant? Non, jamais. Ça, c'est pas possible. Aller trop loin dans la performance, non, je pense que c'est impossible. Ce qu'on vient chercher quand on fait un nouveau proto, c'est pousser le curseur le plus loin possible. Nous, on a regardé toutes les options qu'on a pu envisager, et puis on s'est dit comment faire pour pousser le curseur le plus loin possible dans tous ces domaines. Et je pense qu'on n'a pas fait beaucoup de concessions. L'avenir nous le dira à quel point on attend les petits copains pour venir se mesurer à nous. Donc non, on n'a pas fait de concessions. Par contre, pour la sécurité, c'est vrai qu'on a fait des choix assez forts, et le bateau, c'est un coffre-fort, notre bateau. Donc il est forcément un peu plus lourd, le mât il est beaucoup plus échantillonné. Et en fin de compte, c'est assez rassurant de naviguer sur un bateau qui est aussi solide malgré sa légèreté. Alicia, vous avez déjà traversé l'Atlantique en duo sur un Figaro 3 il n'y a pas si longtemps. Donc là, ça va être une première expérience en solo en Mini C50. Est-ce que vous voyez plus ça justement dans l'aventure, où il y a quand même aussi le côté performance, d'aller un peu plus loin et un peu plus vite que les autres? C'est vrai que ça va être ma 8e traversée d'Atlantique. Toutes les autres, j'étais en équipier en double sur la Transat Paprec. Et chaque fois que j'avais traversé, j'avais vraiment cette envie de sentir être là au milieu de l'océan toute seule, avec ses odeurs, les poissons volants, les couchers de soleil. Et c'était assez incroyable de lancer ce projet, parce que finalement, je voyais très très visuellement cette rêve qui devenait de plus en plus vrai. Et alors oui, je me réjouis énormément, c'est incroyable. Benoît, malgré tout, ça fait rêver aussi les poissons au volant, même si on dit qu'on va potentiellement avancer à 20 nœuds débridés. C'est pour ça qu'on y va en fait. La Mini, que ce soit en série, en proto, quel que soit son niveau, son envie, on y va pour ça. On y va pour aller chercher le coucher de soleil, vivre le lever de soleil, voir les étoiles filantes, les poissons volants. En fait, on y va pour ça. Avant tout, je pense. On est des amoureux de la mer, on est des amoureux du sport aussi. Pas tous, certains y vont juste pour traverser, le sport c'est pour les autres. Moi je suis très compétitif, mais clairement je pense que ça pour le coup, je pense que dans la classe Mini, ça c'est ce qui nous fait venir, parce que c'est pas l'endroit le plus confortable de la planète. En général, ça laisse des séquelles. Donc pour être sur un Mini, pour être bien sur un Mini, il faut savoir pourquoi on y va, et clairement, je pense que là-dessus. C'est vrai que ce que j'adore de la classe Mini, et quand j'ai découvert cette classe, c'est qu'il y a tellement de projets, Denis l'a dit un peu avant, qui sont tellement différents. Et moi, mon idée quand j'ai rejoint cette classe, c'était vraiment pour naviguer. J'avais passé beaucoup de temps sur des grands bateaux où on navigue forcément à beaucoup d'équipiers et on ne fait pas tout nous-mêmes. Et c'est le côté de prendre l'initiative, de décider si on va à droite, à gauche, d'être le skipper du bateau. C'était vraiment ce que moi je cherchais, mais après de voir tous les autres projets et ce qu'ils cherchent les autres, c'est assez impressionnant.
Peut-être juste Alicia pour expliquer aux personnes qui nous suivent et qui nous regardent en direct comment on prépare justement un projet. Parce que vous naviguez sur un bateau de série qui est un bateau qui est censé être plus simple, plus accessible. Quel était votre rythme d'entraînement? Où est-ce que vous vous êtes entraîné? Exactement, c'est un bateau de série. C'est assez simple comme bateau. On n'a pas de dérive, on n'a pas de foil. Et on peut pas ajuster autant de trucs qu'un bateau proto. Moi, je me suis entraînée à Lorient Grand Large, que c'est une des leçons d'entraînement plus grandes du monde de la course au large, je dirais, avec Tanguy Le Glatin. Alors, je sens que j'ai eu énormément de chance de pouvoir m'entraîner là déjà, avec les autres skippers qui sont dans le pôle. On a appris énormément pendant la première année. Mes premières navigations en solo sur mon bateau, c'était vraiment un entraînement. Et ça a suivi de ma qualif. C'est un parcours de 1000 milles nautiques que chaque skipper de mini doit faire. Et après, c'est les courses qui commencent. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre à naviguer, c'est le circuit parfait parce qu'on se lance directement dans vraiment un endroit où on navigue beaucoup. J'ai juste une petite question, je te laisserai la parole ensuite, Lorraine. Denis, désolé de remonter un peu dans le temps. Est-ce que à ton époque, on avait ces profils de navigants qui avaient le temps de s'entraîner toute la semaine, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qu'on voit apparaître aujourd'hui dans la classe mini? Non, à mon époque, des fois, il y a eu des qualifications entre le port d'attache et le port de départ, c'est-à-dire entre 50 et 90 000. Après, maintenant, effectivement, ça s'est structuré énormément avec des pôles d'entraînement. Il y en a un peu partout sur la façade atlantique, en Manche aussi, qui sont assez performants. Effectivement, donc on arrive notamment sur la Mini Transat avec des concurrents qui ont déjà au moins 2500 milles avec leur bateau. Je dis au moins, parce qu'il y a la course aux 1000 qui existe dans la classe mini et qui va exister peut-être dans d'autres classes. Donc on sait déjà que ce sont des concurrents et concurrentes qui connaissent déjà leur bateau, qui ont déjà obligatoirement vécu des galères en mer, parce que sur le nombre de milles qu'on fait, il y a toujours un moment où on va avoir un problème, un moment où on n'aura pas la météo qu'on a choisie. Quand on part sur un départ de course, le concurrent, il peut pas choisir sa météo, et donc il est obligé d'appréhender les phénomènes météo, et donc de savoir est-ce que c'est l'instant là où il va mettre le curseur en haut, ou est-ce qu'il va baisser le curseur pour sa sécurité. Et la richesse justement de la classe mini, c'est d'avoir cette population de gens qui viennent un peu de partout et du monde entier, je dirais presque. Là, il y a encore 12 nationalités différentes et qui se retrouvent sur un projet qui est de traverser l'Atlantique en solitaire. Et je crois que l'intérêt du solitaire, c'est d'essayer d'aller au bout de soi-même, voire plus si affinité. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour des projets un peu à l'arrache? Ah non, ça je crois que c'est effectivement, ça c'est une évolution. Le projet à l'arrache, en général, il s'arrête sur les courses de qualification ou sur le parcours de qualification. Et comme il y a des listes d'attente, le concurrent, il a plus le temps de se qualifier. Et donc il est obligé d'attendre 2 ans. Et 2 ans après, le projet, il est déjà beaucoup moins à l'arrache. Est-ce que du coup l'essence de la Mini Transat est un petit peu reste le même ou est un petit peu remis en question? C'est une évolution naturelle, en définitive, vers une sorte de professionnalisation. Oui, je pense qu'au départ, la Mini, c'était quand même un petit peu un phénomène social dans le monde de la voile. Je crois que quelque part, ça le reste un petit peu parce que de voir tous ces concurrents qui échangent énormément entre eux, qui se prêtent des outils, qui se donnent des coups de main, qui demandent au bateau d'à côté si il peut le grimper dans le mât. Des fois, l'autre l'oublie, mais bon. Mais je crois que ça reste. Donc, c'était cette solidarité des gens de mer. Je crois qu'elle est toujours très importante. Et bon, là, il y a quand même des concurrents qu'on fait la Mini. Fabio l'a couru aussi. Et je crois qu'ils sont tous d'accord avec moi pour dire que ça développe quand même. C'est quand même une magnifique aventure humaine, quoi.
C'est l'aventure qui a un peu évolué. Moi, je voulais vous demander, Alicia, vous vous êtes lancé du coup sur cette mini sur un bateau en série. Est-ce qu'il y a de l'appréhension quand on lance un projet en se disant est-ce que le niveau est trop haut pour moi? Parce que vous aviez navigué sur des gros bateaux de croisière ou des bateaux plutôt de luxe, on va dire, avant. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit il y a trop de niveau en mini? Est-ce que vous aviez eu des doutes là-dessus? C'est une super bonne question parce que moi, au début, quand j'avais cette envie de faire du course au large, au début, j'avais vraiment cette idée de faire la Golden Globe, que c'est une course complètement différente qui fait le tour du monde avec un sextant, avec un GPS. Toutes mes traversées, c'était vraiment un rêve j'utilisais beaucoup le sextant, c'était un truc qui me passionnait. Et un jour, je suis sur le bateau, j'étais la première officier sur un 56 mètres et je dis à le capitaine, j'ai envie de faire le Golden Globe. Et lui, c'était quelqu'un de Lorient. Et il m'avait dit, Alicia, pourquoi tu fais cette course quand tu pourrais faire quelque chose comme la Mini Transat? Et moi, comme personne qui avait jamais vraiment entendu de la Mini Transat à part de Ellen MacArthur ou quelques livres que j'avais lus, c'était vraiment un truc hyper inaccessible pour des professionnels. Et en fait, petit à petit, je me suis retrouvée à être co-skipper pour la Transat Paprec. Et très vite, je me suis rendu compte que c'est un projet qui est accessible. Et après, c'est vraiment combien tu mets toi-même comme entraînement, comme heures de travail dans ton bateau pour le faire performant ou pas. Et je pense que j'ai vraiment découvert que c'était beaucoup, beaucoup plus. Et chacun peut vraiment faire son projet à lui-même. Peut-être dire quand même, excuse-moi, je vous laisse la parole, mais que, je ne sais pas si vous entendez, on est sur un village départ, donc c'est vivant. Il y a des gens qui sont en train de boire l'apéro avec modération, évidemment. Et puis, il y a un petit groupe qui s'est lancé derrière. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça crée une ambiance plutôt sympa. Voilà, donc simplement... Il fait super beau au sable aujourd'hui, on reste dans le thème. Mais ne vous inquiétez pas, si vous entendez de la musique, c'est tout à fait normal. C'était prévu, c'est comme ça va bien se passer. Ça crée une petite musique de fond. Moi, je voulais savoir justement un petit peu, on parle de ça, justement de la difficulté un peu technique. Il y a un peu moins de proto qu'à une certaine époque. Toi, Benoît, c'est un petit peu justement ça que tu viens chercher dans la mini, c'est le côté technicité et aller très loin justement dans l'exploration architecturale, quoi. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai fait ma première transat, c'était ma première transat. En 2013, j'ai commencé par la mini. Puis à l'arrivée, on m'a dit ouais, tu y retourneras. Je dis ouais, alors pas tout de suite. Il faut que je cicatrise un peu mes fesses là, parce que mais j'y retournerai à condition que je dessine mon bateau et que je le conçois. Alors c'est Sam Manuard qui a dessiné le nôtre, mais je suis quand même très impliqué dans ce bateau. C'est le fruit de 10 années d'expérience sur tous les bateaux qui volent, sur lesquels j'ai eu la chance de naviguer, de toutes les tailles, voilà. Et du coup, oui, j'y retourne pour ça, parce que il y a la technique, il y a cette difficulté. Un proto, c'est difficile à naviguer. C'est un bateau qui peut être cassé. Je pense que la vraie différence entre un bateau de série et un bateau prototype, c'est qu'un série, avant de le casser, il faut vraiment faire des grosses bêtises ou taper un rocher ou un orque, quoi. Un proto, concrètement, pour le casser, c'est très simple. Il suffit de border, quoi. Et puis de poser le cerveau. Et puis, en utilisation normale, la vraie différence, c'est qu'il faut arriver à doser ce qu'on lui met dedans, et avoir conscience des efforts, avoir conscience des limites du bateau. Et ça, c'est une manière de naviguer qui est très différente, mais qui est très excitante aussi. Je pense que quand on va chercher du proto, c'est des bateaux qui s'envolent. Alors surtout le mien, parce qu'avec ses foils, c'est encore plus. Mais un proto normal, déjà, il est aérien. Il a ce côté magique qui va démarrer tout de suite que les bateaux de série ont aussi, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que la mini, je pense à cette réussite, c'est que c'est les bateaux les plus fun qu'on puisse avoir aujourd'hui. Ils sont très légers. Mais les protos, c'est encore un truc un peu exceptionnel. Ouais, ça demande du coup un bagage technique beaucoup plus important que ce qui est demandé en série, quoi. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est si difficile en fait aussi de faire la transat, et c'est pour ça que ça demande autant de préparation. Alors, on n'y va pas là. Tu as un profil ingénieur. Est-ce que les autres justement en proto c'est aussi le cas? Alors j'ai pas fait mes statistiques, ça c'est peut-être à Denis qui pourra nous répondre. Mais oui, je pense que globalement
l'essentiel des coureurs en proto a peut-être un bagage un peu plus ingénieur que les autres, je pense. Ouais. Donc, avant de se lancer en proto, il faut avoir fait des études. Je pense que c'est pas Denis, indispensable, mais oui, je pense. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que les protos restent des bateaux beaucoup plus fragiles. Donc il faut être meilleur metteur au point, entre guillemets, parce que il y a toujours le petit détail qui fait que ça peut casser. Parce que pour gagner du poids, on va faire des charnières en carbone. Alors que dans les bateaux de série, il y a quand même un certain nombre de pièces, pratiquement toutes, qui sont livrées par le chantier. Et si le chantier a bien fait son travail, on a moins de chances de casser du matériel. Après, on peut toujours faire une erreur de conduite et une sortie de piste et qui se termine par un dématage, ou en série ou en proto. Donc tu auras un œil plus attentif sur la carto pour les protos. Lorraine, on va terminer cette première partie. Je sais que tu as fait un petit peu l'étude des coûts d'une mini transat. Est-ce que tu peux resituer un petit peu un projet mini transat combien ça coûte pour tous ceux qui voudraient se lancer et qui nous regardent ce soir? Alors avant de poser la question à nos invités, en tout cas j'ai eu quelques chiffres sur le Maxi de série par exemple, donc qui est le Maxi le 650 qui est le bateau d'Alicia et qui est le bateau de série le plus représenté ici. Donc c'est 160 000 € pour un bateau tout équipé. Pour un Pogo 2, donc un bateau de série également d'ancienne génération, on est à peu près à 35-40 000 €, donc un bateau d'occasion. Et pour un proto d'ancienne génération, en l'occurrence Karen Liquide, qui est un bateau quand même assez mythique, 70 000 €. Donc je me tourne vers vous pour savoir un petit peu quels sont vos budgets. Donc on s'intéresse sur 2 ans parce que Benoît, donc le projet a duré bien plus longtemps, mais on va essayer de faire un total entre l'achat du bateau, le coût du bateau et puis le fonctionnement. Alicia, peut-être en premier. Je pense qu'en total, avec tous les coûts que je pense dépenser jusqu'à le rentrée de mon bateau et le rentrée de moi en France après la Guadeloupe, je serai à 150 000 €. Oui. Et je ne me suis pas donné de salaire. Et j'ai vraiment travaillé au maximum et j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille, de mes partenariats bien sûr, mais c'était vraiment un projet qui s'est créé avec l'aide de beaucoup de gens. C'est un peu pareil pour Benoît, j'entendais de l'aide autour de votre projet. Benoît, je sais que sur votre bateau, vous avez eu beaucoup d'intérêt, mais aussi vous avez réussi à parfois peut-être baisser les coûts avec cette main-d'œuvre bénévole qui était souvent là. Alors, on est très fort à ça. En fait, nous, on échange des coups de main bien intentionnés contre des navigations sur un bateau exceptionnel. Et ça marche très bien. Et ça, c'est vraiment l'essence de la classe. C'est-à-dire que je pense qu'aucun de nous est capable de payer argent comptant toutes les aides qu'on a. Parce que en fait on a besoin d'aide en permanence sur un projet mini, quel que soit notre projet. Et donc il y a toujours des gens qui viennent nous aider, que ce soit les amis, la famille, voilà. Et puis nous, la particularité de notre projet aussi, c'est que j'ai un bureau d'études avec pas mal de jeunes motivés, très motivés. Et donc j'ai fait venir au départ, aux arrivées de course. Et déjà quand il y a besoin d'un coup de main, ils sont les premiers à dégainer et à nous filer un petit coup de main. Et puis ça les intéresse, ça applique aussi tout ce qu'ils font. On développe la technologie qui derrière va être utilisée sur des bateaux plus grands, des bateaux à voile ou à moteur. La particularité, c'est quand même que vous avez une équipe vraiment autour du mini, ce qui est quand même assez rare dans la classe mini, on peut dire. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, c'est plein de gens de bonne volonté. C'est-à-dire que les gens qui sont payés autour du projet, il n'y en a pas tant que ça. Pardon. C'est vraiment une culture de gens qui sont là pour t'aider. Demain, c'est moi qui a besoin d'émater et le lendemain, du coup, j'ai besoin de l'aide des autres gens. Et le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Et alors, il y a vraiment ce truc, on s'aide, on se soutient une à l'autre. Et si on peut donner un coup de main, on le fait vraiment volontiers. Et ça, c'est incroyable. Et c'est un truc qui m'appassionne parce que on trouve ça pas vraiment dans les autres sports. Je trouve de vraiment aider comme ça nos concurrents. Parce que finalement, quand on est sur l'eau, c'est eux qui vont nous aider si on a un problème. Donc c'est peut-être cette entraide qui maintient l'aventure sur la Mini Transat. Je vous propose de passer une courte pause de notre partenaire, avec notre partenaire Plastimo qu'on va retrouver ici en plateau. Restez bien avec nous, on se retrouve dans 2 minutes.
Et nous sommes toujours dans ce magnifique port des Sables d'Olonne. Ils ont fait les choses en grand avec un coucher de soleil incroyable. Et on a un invité, non pas le pareil, incroyable, qui nous a rejoint. Nicolas Barrican, qui est chef de produit Plastimo. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fabio, bonsoir à tous. Alors vous connaissez très bien les Mini parce que vous avez été concurrent en 2019 sur un bateau de série également. Voilà, en série, ouais, sur le 824. Alors on était plus sur un projet aventure ou performance? Ouais, plutôt aventure. Plutôt aventure. Je partais à un niveau amateur. Et, bon, je me suis bien préparé sérieusement pendant 2 ans. Je me suis entraîné à Lorient, comme Alicia aussi. Mais oui, plutôt aventure. Plastimo est très investi dans la sécurité évidemment des marins, que ce soit en plaisance ou en course. Sur la classe mini, vous êtes particulièrement investi. Il y a la Plastimo Lorient Mini, une course référente en double mixte à Lorient. Là, vous êtes La première course de la saison. Ouais. exactement. Là, vous êtes très présent aussi sur la Mini Transat. Est-ce que vous avez un regard au bureau un peu particulier pour cette course? Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Ouais, on est 2 chez Plastimo à avoir participé à la course et on y est vraiment très attaché. Et on est attaché à l'esprit de la classe et à tous ces coureurs qui participent à tout ça, quoi. Et votre participation, ça vous aide aussi à continuer de développer les produits? Enfin, le fait que vous ayez eu votre forcément, oui, background. le fait d'être pratiquant, c'est on sait un peu ce dont on a besoin et les éléments qui sont importants. Et ça nous permet aussi, c'est des choses qu'on va partager, notamment sur la Plastimo Lorient Mini. On participe au briefing sécurité. Donc on partage notre expérience, on explique comment utiliser les équipements. On ne fait pas que concevoir et fabriquer et distribuer, mais voilà, on va expliquer comment ça fonctionne et comment les utiliser au bon moment et tout ça. C'est que notamment les gilets de sauvetage ont énormément évolué. Denis d'ailleurs tient vraiment à ce que sur toutes les vidéos, les skippers de la Mini Transat aient leur gilet pour que ce soit publié sur le... Et pas que sur les vidéos, Et j'imagine. pas que sur les vidéos, mais ça incite en tout cas à Non, le mais ce qui est porter. sûr, c'est qu'effectivement, au niveau de l'organisation, on est très clair avec tous les concurrents et les concurrentes. C'est de dire, si vous pouvez, envoyez-nous vos images. Comme ça, on peut s'en servir pour faire la promotion de la course. C'est pas une question d'argent. Par contre, si toutes celles où vous n'avez pas le gilet, jamais on les diffusera. Voilà, c'est clair. Il y a une valeur d'exemple à avoir. Et je crois que c'est important. Il y a justement, quand on écoute Benoît qui parle très bien, quand il dit quand il était gamin, il avait un poster de Le Monchois. Je crois que ça fait rêver. Mais maintenant, on peut très bien continuer à rêver avec un marin qui a son gilet et qui est vivant. Ouais, moi c'était une question que j'avais pour tous les deux, mais peut-être plus pour Alicia, puisque là vous allez partir en solitaire. Est-ce que c'est un des thèmes qui vous fait effrayer le plus, peut-être, c'est de tomber à l'eau quand on est toute seule sur cet océan? Bah absolument, mais pas que à moi, à ma famille. Et on se retrouve souvent dans des situations où tout à coup on doit aller à l'avant du bateau. Il y a la mer qui casse, on fait un départ au tas, où le bateau il est couché. Et c'est vrai qu'on va tomber à l'eau quand on l'attend vraiment pas. Et du coup, moi, c'est vraiment important de tout le temps avoir mon PLB, mon AIS, ma fluorescine, tous ces petits trucs que finalement, ça me donne la sécurité d'être dehors et de prendre la barre de mon bateau, d'aller à l'avant du bateau, de faire mes manœuvres. Quand quelque chose casse, je réfléchis pas à ce que j'ai sur moi. Souvent, je suis assez forte à le porter, alors ça me va bien. Et la longe de harnais toujours attachée. Ouais, moi, je vais rebondir là-dessus parce que, en fait, moi, sur mon bateau, qui a en plus des accélérations verticales importantes, je m'accroche tout le temps. C'est, Denis nous saoule à toutes les. Non, mais faut le dire. C'est vraiment un truc qu'on nous rabâche sur les courses mini de A à Z en permanence. Mais en fait, je pense que c'est très bien. Nous, sur notre bateau, qu'on soit en solitaire, en double, en entraînement devant l'Orient, on est accroché. On est tout le temps accroché. Parce que, en fait, comme le dit Alicia, l'erreur, elle arrive quand tu t'y attends pas. Et moi, je me souviens d'une fois où j'ai eu un petit rappel. C'était à l'arrivée de ma qualification devant le port de Camaret de nuit. En fait, le ressac du port m'a fait perdre l'équilibre. Alors que j'étais en train d'affaler ma balle, donc vraiment dans le port. Et là, je me suis rattrapé, je suis pas tombé à l'eau, mais je me suis dit, ah ouais, tu vois, t'es devant le port. J'avais mon. Et je crois mais je suis tout à fait d'accord. Je crois que la première sécurité, c'est de rester attaché au bateau. Alors, effectivement, je sais que je suis rasoir avec ça, toujours redondant, mais je crois que quand on fait du bateau,
il faut rester sur le bateau. Mais on peut avoir une PLB, une balise AIS, c'est toujours un plus. Mais quand on est au large, au milieu de l'Atlantique, la balise AIS, personne ne va l'entendre, parce que ça a une portée de 12 000 maximum, si on a le bras long. Et la PLB, on retrouvera le cadavre, soyons clairs. Donc je pense qu'il faut avant tout s'attacher, quoi. Ouais, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, les bateaux ont vraiment augmenté en vitesse. Même les Maxi 650 de série vont beaucoup plus vite que les Pogo 2. Et puis donc les bateaux à foil, c'est effectivement les mouvements du bateau sont différents. Et là, d'autant plus que là, ça va être au large, donc l'état de la mer peut être totalement différent. Je suis pas sûr que ça change grand-chose qu'on soit au milieu de l'Atlantique ou devant l'Orient. En fait, non, on a l'impression d'être plus en sécurité. Dans les faits, moi, je suis pas capable de nager de Groix alors, enfin, peut-être, mais franchement, faut pas compter là-dessus, quoi, quand il fait 7 degrés. Non. Donc là, vous prenez un casque, par exemple. Parfois, on vous voit c'était la grande discussion. Est-ce que j'embarque le casque? Mais oui, là, je vais prendre le casque. En fait, je le mets pas très souvent, mais je pense que quand t'en as besoin, t'es quand même content. Le bateau, il monte très vite. À 20 nœuds, ça c'est facile, mais à 25, voire 30. Et bon, je pense qu'il y a un moment donné où quand t'es en train de dormir et que la machine, elle monte à ces vitesses-là, alors on essaye, au large, de limiter les vitesses, les pointes de vitesse pour essayer de garder la moyenne haute. Mais je pense qu'il y a peut-être un moment donné où quand même t'es content de dormir avec un casque, ou au moins quand t'es en position de veille, tu te tapes pas la tête contre la cloison trop fort, quoi. Alicia, c'est quoi les pointes de vitesse pour un Maxi 650? Moi, la vitesse maximum que j'ai fait, c'est 19 nœuds. Alors, c'est beaucoup moins. Je suis peut-être pas celles qui ont arrivé à aller plus de vitesse. Non, mais c'est déjà pas mal. Faut pas oublier que ce sont des bateaux de 6,50 m. C'est pas des 40 pieds. C'est donc monter à 19 nœuds, c'est déjà. Je peux vous dire que mon corps, Ça veut dire que les architectes ont beaucoup évolué. Ils ont fait des je lâche pas la barre dans cette moment. Et après, bon, le cas du bateau de Benoît est différent parce que c'est un bateau qui vole. Donc, qui vole, et par rapport à un IMOCA qui vole plus longtemps, parce que les IMOCA, ça déjauge un petit peu, mais ça retape assez facilement. Alors que bon, j'ai vu des images du bateau de Benoît, et quand on voit les vitesses, quand il est en vol, effectivement, il est hors de la vitesse d'un 6,50 m. Il pourrait avoir n'importe quoi d'autre comme bateau. S'il était en vol, il irait à la même vitesse, quoi. Ouais, et puis il y a la question des bateaux accompagnateurs. Il faut qu'ils puissent suivre, parce qu'on rappelle qu'il y a des bateaux accompagnateurs qui suivent la course. Et donc là, il faut qu'ils soient en capacité. Après, si le bateau démate, il passe vite de 30 nœuds à 0,5 nœuds. Donc après, il faut que même si le concurrent il est loin devant, il va falloir qu'il apprenne la patience, quoi. Voilà, quoi. Combien de bateaux accompagnateurs, Denis? Là, cette année, on en a 6. 6 bateaux pour veiller sur des la voiliers, flotte. qui sont des bateaux accompagnateurs. Donc la course, elle est sans assistance. Donc il ne faut pas forcément compter sur les bateaux accompagnateurs. Je dirais presque, on a une obligation moyen, mais pas de résultat. On n'est pas mondial assistance, on est la Mini Transat. Donc chaque concurrent doit se débrouiller. Et puis après, il y a aussi la solidarité entre les concurrents qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que s'il y a un concurrent qui a vraiment des problèmes, théoriquement, un autre concurrent qui est à côté, s'il entend quelque chose à la VHF, il se doit de se détourner, d'aller voir le concurrent. Ça, c'est important quand même. Lorraine, il y a beaucoup de lecteurs de voiliers qui souhaitent aussi se former un petit peu à la sécurité. Quel est le parcours, Alicia, que vous avez suivi pour apprendre un petit peu à gérer les médicaments ou les blessures en mer que vous pourriez rencontrer? Évidemment qu'on ne vous souhaite pas. C'est vrai que là, j'ai 10 ans d'expérience, parce que sur des grands bateaux, on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de, je sais pas comment dire en français, des drills, des expériences, de retour d'expérience. Non, pas nécessairement des pratiques, par exemple, de sécurité, oui. Ok. On commence, par exemple, une vendredi du mois, on fait s'il y a une feu à bord, une autre, on regarde la pharmacie qu'on a à bord dans une sac. Du coup, j'ai toute cette expérience. C'est presque obligatoire sur un bateau qui est commercial de faire ces entraînements entre équipiers, et que tout le monde à bord sache faire leur rôle à bord. Quand j'ai basculé sur la classe mini, le côté sécurité, je sentais que je me sentais bien là. Je savais ce que c'était porter un gilet, je savais les importances.
Et la pharmacie, bien sûr, qu'elle est un peu différente. Du coup, j'ai dû l'apprendre comme tout le monde, savoir qui fait chaque médicament. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, sur le village comme contrôle de ces connaissances ou de médicaments? Déjà, je viens d'acheter un agrafe hier. Non, mais je pense que le plus important que tu peux faire, c'est vraiment savoir ce que tu as dans ton kit médical. C'est vraiment, si tu sais ce que tu as, tu vas très vite aller le chercher. L'année dernière, je me suis brûlée assez grave et on était en catégorie C de course. Du coup, on n'avait pas les trucs de brûlure à bord. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais encore. Je vais partir en mer sans mon kit de brûlure. Okay. Parce que c'était vraiment le pire expérience. En plus, j'avais pas les waypoints pour me dévier. Je devais continuer la course pendant 12 000 nautiques. C'était une grosse leçon. Je vais rebondir un peu là-dessus. C'est vrai que les concurrents doivent faire des stages de survie. C'est obligatoire. Avec le PS mer, donc les premiers secours en mer. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ils doivent avoir un certain nombre d'examens médicaux pour prendre le départ, un test d'effort, une échographie cardiaque. Ils ont la pharmacie. Et puis après, il faut aussi avoir un esprit logique, parce que justement, quand on parle de brûlure, la mer, elle est jamais très chaude. Et le premier truc à faire, quand on a une brûlure, c'est de mettre sa main dans l'eau, ou son pied dans l'eau. Ça paraît tout bête, mais si on le met pendant 25 minutes, on n'aura pas une cloque. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir la pommade, le machin, le bidule. Donc il faut essayer justement de se connaître soi-même, de connaître la pharmacie qu'on embarque. Tous les 2 médecins de course ont vérifié toutes les pharmacies, ont donné des conseils à tous les concurrents, à toutes les concurrentes. Donc je crois qu'après, c'est aussi aux concurrents de se responsabiliser. Comme on court sans assistance extérieure, il ne faut pas compter sur les autres, quoi. Pour terminer cette partie sécurité, Nicolas, est-ce que vous ressentez chez Plastimo ce besoin un petit peu des plaisanciers ou des marins de course de s'équiper de plus en plus en sécurité? C'est sûr qu'il y a un minimum réglementaire pour la plaisance, c'est ce qu'on appelle la division 240 qui implique un équipement minimum, mais on voit que les plaisanciers vont au-delà souvent de cet équipement minimum et vont rajouter, en plus de la bouée fer à cheval, ils vont rajouter par exemple un collier de récupération, donc une bouée avec un cordage de 30 mètres qui va pouvoir permettre de récupérer une personne qui serait tombée à l'eau. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont aller au-delà du minimum réglementaire. Okay. Et puis les vêtements, j'imagine, ont beaucoup évolué. Des vêtements, par exemple, Impact. Il y a Forward qui est effectivement ton sponsor qui a développé ça. Qui développe du matériel anti-impact, tout à fait. Ça marche bien. Et je pense que ce qui est bobologie qui fonctionne très bien. Et moi, je voudrais juste rebondir quelque chose. On parlait des stages de survie. Je pense pour tous les marins qui lisent voilier, le stage de survie a un sens. Moi, j'ai des amis qui partent juste en famille. Ouais, c'est pas juste pour les coureurs. Et je pense que ça, c'est un message, qui devrait être passé. C'est que quelqu'un qui part l'été avec sa famille ou qui part faire un tour du monde, ou juste faire de la croisière avec sa famille, en fait, c'est pas bête d'aller faire un stage de survie. Ça nous apprend les rudiments, comment est-ce qu'on éteint un feu, etc. C'est des choses qu'on n'apprend pas dans la vie. D'avoir un peu plus confiance quand on... Ouais, exactement. Et en fait, c'est trop tard. En fait, quand on l'a pas fait et quand ça nous arrive, c'est trop tard, c'est pas le moment de l'apprendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a un message à passer, un des enseignements peut-être de la mini, c'est de dire que moi, ce stage, nous, on est obligé de le faire tous les 5 ans. Et en fait, chaque fois, on apprend des choses et c'est vachement important. Ok, merci Benoît. Je vous propose de terminer cette page sécurité. Merci beaucoup Nicolas d'être venu sur le plateau. Restez bien avec nous, dans 2 minutes on se retrouve avec une légende sur notre plateau. À tout de suite.
Et vous êtes toujours sur ce live Voile et Voilier depuis les Sables d'Olonne et on accueille un ambassadeur des Sables d'Olonne en la personne de Jean-Luc Van Den Ende. Merci Jean-Luc d'être parmi nous. Est-ce qu'on peut dire VDH du coup ? Oui, bien sûr, bonjour. Alors Lorraine, c'est évidemment un marin mythique qui pourrait faire un numéro spécial de Voiles et Voiliers. Ça c'est sûr, mais on a déjà prévu la chronologie, t'inquiète pas, la nécro. Non. Le plus tard possible, c'est pour le numéro 5000. C'est ça. Ah, si on arrive à aller jusque-là, ça serait bien. Non, mais bon, effectivement, Jean-Luc, on te connaît donc comme un grand marin qui a couru récemment donc la Golden Globe Race, mais qui a couru aussi Bob Challenge et bien sûr la Mini Transat à 2 reprises. Et puis, vous avez connu le début de la Mini, donc qui était totalement différente, qui partait d'Angleterre, qui était, comme disait Denis, c'était vraiment prémisse de la course, donc en 77 et 79. Et je crois qu'à l'époque, tu avais dit, en dehors des Tours du Monde, je ne connais pas une course aussi extraordinaire. Il y a autant de vainqueurs possibles que de concurrents au départ. Oui, tout à fait. Surtout, au début, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Il y a quand même des différences de vitesse entre les bateaux, des différences dans les compétiteurs. Et donc, forcément, on a plus une idée aujourd'hui de ce qui va se passer après sur l'eau. Mais il faut voir les débuts. Les débuts, quand on a annoncé que les Anglais organisaient une course sur des 6,50 m, les gens nous ont pris pour des fous, quoi. D'ailleurs, les affaires maritimes nous empêchaient de partir. Et il y a même eu Alvar Mabir qui s'est fait courser, enfin bref. Et c'était... alors les Anglais, eux, réagissent complètement différemment. À l'époque, nous, on avait des catégories de navigation. Les bateaux étaient en dehors de ces catégories de navigation. Et donc, on partait un peu en secret, sans trop dire ce qu'on allait faire. Et on m'aurait proposé aujourd'hui un des bateaux qui se trouve là. Je les aurais trouvés trop extrêmes. Et moi, j'avais un Muscadet à l'époque que les Chantilly-Aubin m'avaient prêté. Et on mettait 12 jours pour la première étape et 23 jours pour la deuxième. Aujourd'hui, on met plutôt 8 et 14 jours pour la deuxième. Et voilà, et 14 jours pour la deuxième. Ou moins, on verra cette année avec un super voyage. J'ai adoré découvrir ça. J'ai adoré, c'est ça qui m'a plu. Moi, j'ai découvert la première Mini, j'ai découvert les premiers Tours du Monde, j'ai découvert le premier Vendée Globe, j'ai découvert le remake de la Golden Globe, et c'est vraiment un truc qui m'a plu de retrouver, d'être à l'origine de ces courses-là. Ouais, Jean-Luc, vous êtes aujourd'hui ambassadeur du coup pour la ville des Sables d'Olonne. Vous avez fait les choses très bien, on voit les lumières, on a vu ce magnifique coucher de soleil que vous nous avez offert. C'est un chenal mythique que les concurrents vont prendre dimanche. Benoît, je pense que vous ne l'avez pas pris en mini puisque vous étiez parti de Douarnenez. Si, vous avez fait les Sables des Açores. Ah oui, il y avait les Sables des Açores. Est-ce que, là, il y aura un peu plus de monde dimanche. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour bien vivre ce moment du chenal, de passer, sortir des Sables d'Olonne ? C'est sûr que c'est un moment assez émouvant, que ce soit pour une transat ou pour un tour du monde. Le chenal des Sables d'Olonne est extraordinaire parce qu'il s'y prête parfaitement bien. Il est assez long, le public peut se masser des deux côtés, sauf quand il y a le Covid. Mais en dehors de ça, c'est vraiment un spectacle extraordinaire de voir tous ces gens qui vont traverser l'Atlantique souvent pour la première fois, qui sont forcément un peu anxieux, qui se demandent s'ils vont arriver de l'autre côté. Et donc, c'est un moment dont il faut profiter. Ok, Benoît et Alicia, comment vous vous êtes préparés pour ce moment ? Benoît, est-ce que ces émotions du départ, est-ce que ça peut gêner un peu à la performance au départ ? Est-ce que vous avez essayé de travailler un petit peu ça ? Moi, je suis assez sensible à l'émotion du départ. C'est vrai que moi, avant de partir en course, je suis souvent un peu stressé jusqu'au moment où je navigue à la voile avec mes propres moyens et que le top départ a eu lieu. C'est vrai que je suis un peu sensible à cette émotion-là. Mais par contre, dès que le top départ a lieu, je suis dans mon truc et je suis bien dans mon élément, bien dans mon bateau. Donc non, je sais pas s'il faut se préparer au chenal. C'est plus pour moi, c'est un bonus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est sympa
sympa. Même tout à l'heure, en sortant, il y avait des gens qui nous appelaient. On a fait la parade avec Jean-Luc sur mon bateau et c'était vraiment vachement sympa. Il y a des gens qui nous appellent et qui nous aident. Et c'est vrai que c'est chouette. Ça veut dire que, en quelque sorte, on embarque les gens dans notre aventure et ça a de la valeur. Et Alicia, il y aura du monde de la famille pour vous suivre dimanche? Absolument. Mes parents, malheureusement, ils sont en Afrique du Sud. Ils auront pas de réseau, mais qui aussi bien, ils sont dans leur aventure à eux. Normalement, ils me suivent vraiment à Toc et ils seront à l'arrivée à Guadeloupe. Mais il y a mon parrain qui est ici. Et bien sûr que mes frères et tous mes copains, ils vont suivre ça de proche. Alors Jean-Luc, vous avez pu voir un petit peu ces bateaux. Est-ce qu'il y a un bateau en particulier qui vous donnerait envie là, de naviguer, même si vous disiez tout à l'heure que vous les trouviez trop extrêmes? Est-ce que naviguer sur un SCO, ça vous donnerait envie? Ah non. Moi, je me remets en 1977, où là, on trouvait que les bateaux... il fallait des bateaux très solides, des bateaux de série, des bateaux qui avaient fait leurs preuves. Si j'avais 30 ans de moins, oui, je me verrais bien repartir. Mais là, je suis plus assez souple, je suis plus assez... je suis un peu trop vieux, quoi. C'est pas vraiment vrai, Jean-Luc. Tu m'as confié quand même dans l'oreillette tout à l'heure que tu voulais faire une offre sur mon bateau à l'arrivée. Non, c'est pas vrai. Non, il a dit qu'il préférait les courses où il testait la première édition. Donc, il faudrait relancer une nouvelle course pour qu'il participe à la première édition. Et voilà. Il faut que Voilier invente une nouvelle course. Voilà. Là, je réfléchirai. D'accord, on va imaginer les bateaux sur lesquels partir. Et je voulais terminer peut-être pour si justement les gens qui nous regardent ont envie de faire un projet mini transat, quels conseils vous leur donneriez De le faire. De tout faire pour ça. La Mini Transat, c'est une course qui est assez difficile à faire parce que elle nécessite de faire beaucoup de compétitions avant, donc elle nécessite beaucoup de temps libre. Et moi, je connais des gens qui rêvent de la faire, mais qui n'ont pas franchi le pas parce que ça prend du temps, parce qu'ils ont des enfants, parce que ils ont leur travail, parce que il y a un tas de contraintes sur lesquelles il faut accepter de passer. Pour réussir à partir et réussir à s'échapper pendant un trimestre. Et Denis, est-ce que toi tu as un conseil pour les futurs ministres? Non, moi je suis pas un conseiller, mais c'est vrai que moi je vois un certain nombre d'étrangers qui viennent du Japon et qui viennent Trois vivre... Japonais qui sont là. et qui viennent vivre pendant 2 ans en Bretagne pour préparer la Mini Transat. Ça a toujours existé. Des nationalités improbables, je dirais. Je dis pas ça péjorativement. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre comment on pouvait être passionné à ce point-là parce que c'est un choc culturel pour eux, pour se déraciner, pour venir traverser l'Atlantique en solitaire. Et ça, c'est aussi la magie de la Mini. Alors on va bientôt terminer cette émission. Juste vous, le programme Alicia, Benoît, là pour ces derniers jours, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder la météo? Comment vous dessinez un petit peu le programme des prochains jours? Ça fait une semaine qu'ils sont dessus. Et ça a beaucoup changé apparemment. Exactement. On regarde beaucoup la météo, mais on peut pas faire de la stratégie. Ça change tous les jours. Chaque nouvel modèle qui sort est complètement différent. Alors je pense, Benoît, toi tu penses pareil que moi, c'est sûr. On ne peut pas regarder, la météo elle est hyper instable sur ce moment. On voit sur la solitaire du Figaro, ça change toujours et on verra ce qu'on a. Ouais, et puis juste un petit rappel, la Mini c'est sans communication, ça veut dire qu'on n'a pas de météo précise, on n'a pas d'ordinateur à bord, on ne peut pas, en fait, une fois qu'on part, on part avec ce qu'on a, quoi. Et donc du coup, c'est tout l'important, c'est ça que propose la Mini, c'est de partir avec une navigation préparée. Donc c'est ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on fait actuellement, effectivement, depuis que les fichiers météo ont une échéance le 21 septembre, eh bien on regarde tous pour savoir à quelle sauce on va être mangé, et voilà, et les premiers routages, on regarde, effectivement, là ça passe du simple au double, les temps de course sur la première étape, donc on verra bien ce qui va en être, mais ouais, je pense que ça va être un bon morceau. On va faire un plan pour le départ. C'est ça, oui. La seule météo que vous allez recevoir, c'est celle envoyée par la douce voix de Denis par Onde Radio. Denis, t'as allumé le transistor, t'es prêt? Avec Annabelle, évidemment. Avec Annabelle. Et oui, donc là, on fait un bulletin météo, on fait une situation générale.
en français et en anglais, et les prévisions par zone qui concernent les concurrents. On ne va pas donner des zones qui sont à 800 000 des concurrents, ça les concerne peu. Donc justement, on a un suivi météo, on travaille avec Christian Dumar depuis très longtemps. Mais après, c'est pas une science exacte, hein. Donc on a toujours plutôt des mauvaises surprises que des bonnes en général. Et donc on travaille avec plusieurs modèles, entre guillemets, météo. Les différents États mettent beaucoup d'argent pour la météo. Et c'est toujours pas forcément exact. Donc nous on travaille avec plusieurs modèles, on essaye de voir, donc parler de routage, le routage c'est la vitesse idéale du bateau par rapport au vent, l'état de la mer. Mais c'est pas la science exacte, c'est de la prévision. Quand on prévoit quelque chose, ça veut pas dire qu'on a raison forcément. Eh bien, on va terminer ce live sur ces douces prévisions de Denis. Merci, flou, quand même. qui nous laisse dans le flou, mais a priori, on est toujours sur un départ dimanche, puisque je dis a priori, puisque Benoît, toi, tu as la dernière mini transat que tu as fait, le départ avait été bien retardé, 2 semaines, c'est ça? 22 reports. 22 reports, ouais. Première étape raccourcie puis annulée et on est reparti avec 1 mois tout pile pour une étape seule. Donc beaucoup plus longue que celle. Voilà, c'était Une édition on va pas incroyable, souhaiter ça cette édition au 2013. ministre d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, très bien. Merci à tous les deux. On vous souhaite vraiment une bonne préparation pour ces derniers jours. Merci beaucoup, VDH, d'être venu sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et merci, Denis. Pour toi, le travail ne fait que commencer, le travail de berger de la flotte. Vraiment, avec toi, directrice adjointe, on vous souhaite le meilleur. Merci Lorraine et merci Adrien d'avoir été ici à mes côtés en expert. On vous dit à très bientôt sur le site de Voiles et Voiliers, évidemment, ou derrière les belles pages du magazine. Et on vous retrouvera bientôt pour une prochaine édition. À bientôt.